Hello, bonjour, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir pour la réserve naturelle de Lamto et après le barrage de Tabo. Donc ça sera ça, une journée découverte. Je vais prendre tout ça en vidéo et après monter pour vous montrer les merveilles qu'il y a à découvrir la nature. Là, je suis déjà en train d'attendre le car parce qu'aujourd'hui, c'est pas une rando perso. Je vais plus avec des gens qui ont organisé tout et du coup, moi, j'ai juste payé mon titre de participation. Donc voilà, ça sera ça pour aujourd'hui et c'est parti pour la vidéo. Allô. Bon, on a décollé mais là on est un peu en retard parce qu'on est en panne. Ça arrive bien sûr pendant les voyages du coup. C'est comme si... Enfin moi je trouve que ça anime encore plus le voyage. Une partie des passagers, tout le monde est un peu dehors et puis voilà, on attend en fait quand un mécanicien vient nous dépanner et puis on va repartir. Hello, on est arrivé à Tabo. Bon, on part pour la réserve. Voilà, les présentations, le groupe est là. Ça sera trop top. Et donc c'est parti pour la rando. On va vous présenter là on part. Les consignes et tout ça. Voilà. Soyez les bienvenus. Pour ceux qui ne le savent pas, on va commencer d'abord. Lamto, ça vient de Tony. Il y a deux stations ici. Il y a la station de biologie, qui se trouve juste là-bas, et il y a la station de géophysique. Ça a été créé par des chercheurs des Français, bien sûr. Lamto Géophysique a été créé depuis 1961. Et il a été dirigé au départ par des coopérants français qui étaient ici. Et c'est après que le directeur est devenu maintenant un Ivoirien. Alors le directeur, c'est le professeur Diawara Adama. Il est enseignant aussi chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et la station a été créée parce que on a, par le bon vouloir du premier président de la République de Côte d'Ivoire, dans le cadre donc, des accords des Nations Unies pour la surveillance de la non-prolifération des armes nucléaires. Lamto géophysique. Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous avons deux types de recherche, axes de recherche. Il y a la géophysique interne, tout ce qui concerne les tremblements de terre, et il y a la géophysique externe. Alors, la géophysique interne, ça concerne spécialement ce qu'on appelle les tremblements de terre. On a des équipements de mesure sismique, des tremblements de terre. Après ça, on a la géophysique externe. La géophysique externe, on fait la climatologie, on fait aussi les infrasons, on fait quoi appelle la pollution, on fait aussi le changement climatique. Donc, de ce point de vue, dans le point de vue des conseils des Nations Unies, Lamto a deux stations qui permettent donc chaque jour que Dieu fait. On envoie les données en continu aux partenaires au niveau donc, de la DNT. Donc, on a deux capteurs sismiques primaires. Ça veut dire que dans le monde entier, on a des stations, l'ONU a installé des stations dans les pays. Pour la Côte d'Ivoire en bénéficie. En Afrique de l'Ouest, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Niger et je crois il y a la Tunisie pour autre chose. Donc la Côte d'Ivoire en bénéficie. Et toutes ces données-là, on les fait, on envoie les mesures directement à nos partenaires africains. Donc la Côte d'Ivoire a deux stations primaires. La station primaire sismique, pour mesurer les tremblements de terre, et la station primaire infrason, pour mesurer tout ce qu'il y a comme mouvement de terre. Dehors. En fait, on ne pouvait pas filmer dans la salle. Du coup, je savais pas à la base. Donc, quand je suis rentré et puis après ils m'ont dit que je pouvais filmer et donc j'ai annulé. Là, on fait une petite séance photo en fait. L'endroit est super sympa, bizarrement. Comme toute attente, il est super sympa et on nous a appris tellement de choses. On nous a dit que en fait, ils sont connectés à des stations sismiques aussi aux États-Unis, presque partout. Ils ont uniquement 7 heures d'inactivité permise dans toute l'année.
c'est lourd parce que juste 7 heures, mais il y a quand même des batteries dans les équipements qui transmettent les données. Il y a un groupe électrogène qui alimente tout le site et du coup, la perte de données est vraiment minime en fait. L'endroit est super propre et c'est joli en fait. Et elle recueille la pluie ici. Chaque semaine, on vient récupérer cette eau de pluie. Généralement, c'est les éléments qui se déposent sur le sol. Nous cherchons à voir la quantité d'éléments quand il y a un lessivage de l'atmosphère qui se dépose sur le sol. Donc ici, c'est le dépôt humide. Il concerne tout ce qui est pluie. Nous avons le frisbee. Frise quoi? Le frisbee, ici, il s'agit ici du dépôt total. De l'autre côté, c'était le dépôt humide. Ici, c'est le dépôt total. Il tient compte de tout ce qui est apporté par l'air et par la pluie. Donc, c'est la même notion qui est là-bas. On cherche à savoir les éléments minéraux qui se déposent sur le sol quand il pleut et même la chose qui est influencée par le vent. Dans l'intérieur de cette assiette, il y a des billes qui permettent de capter cette poussière-là. Voilà. Chaque fin de semaine, on vient laver aussi par décantation. On essaie d'obtenir au total de pluie et de choses de soleil, de choses d'insectes. Ici, c'est le collecteur de pluie. Ici, il permet de récupérer les premières pluies. Ici, c'est un système qui permet de déclencher l'appareil qui est là. Donc, quand il y a les premières pluies, le couvercle s'ouvre et on recueille l'eau de pluie ici. L'eau de pluie, généralement, est recueillie ici et analysée pour voir la composition. Généralement, on parle de choses de pluie basique, pluie acide, la pluie neutre. Voilà, donc ça nous permet de savoir le degré de pollution de l'eau de pluie. Généralement, quand on finit, on recueille les échantillons qu'on envoie en France pour analyse. Mais ici, là, vous êtes loin comme ça, isolé. C'est pas moins de pollution. Oui, il y a moins de pollution, effectivement, mais comment on dirait, c'est un peu une zone tampon. Parce que généralement, on sait qu'on vit là avec toutes les choses, les gaz qui s'échappent. Ouais. On sait à peu près, on sait que généralement l'air est pollué, que la pluie vraiment contient certaines substances. Mais ici, il s'agit des capteurs passifs. Comment dirais-je, des gaz à effet de serre. Voilà. À l'intérieur de ces capsules-là se trouvent des réactifs. En présence de certains gaz réagissent. Voilà. Ouais. On parle de capteurs passifs parce que l'analyse n'est pas faite automatiquement. C'est quand on recueille les éléments qui sont analysés au laboratoire. O2, le O3, d'ammoniac, et puis je sais pas, avec le nitrate. Nitrate d'azote. Voilà. Donc, ce sont ces éléments chimiques qui sont mesurés ici. Voilà. Donc en présence de ces gaz dans l'air, on a des réactifs qui réagissent avec. Vraiment, ici, il s'agit de capteurs passifs. Okay. Mais il faut dire que quand vous étiez dans la salle, il y a un appareil qu'on n'a pas présenté, compte tenu du temps. En fait, il y a un appareil qu'on appelle Picaro. Lui, il permet de mesurer la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En fait, il y a sur le mât qui est là, il y a une prise d'air à 50 mètres. Le mât à peu près 50 mètres. Il y a une prise d'air à chaque échantillon de temps. C'est cette prise d'air-là qu'elle arrive au niveau du laboratoire. Elle passe dans un appareil qui va mesurer la concentration de CO2, la concentration de méthane et puis la concentration d'eau dedans. Et vous avez vu, il y avait un ordinateur, il y avait l'écran et on voyait ici l'évolution des concentrations là au cours du temps. Parce que en termes de climatologie, les gaz à effet de serre ont un impact de grande envergure. S'il y a eu une forte concentration de gaz à effet de serre dans la région de l'Amto, ce n'est pas la région de l'Amto qui est automatiquement déstabilisée, c'est toute la planète. Alors que les gaz de pollution, ils ont un effet local. C'est-à-dire que s'il y a pollution ici, c'est l'atmosphère au niveau de l'Amto qui est polluée à l'instant. Par contre, les gaz à effet de serre ont un effet assez spatial et planétaire. Donc c'est ça la différence. Comme vous avez vu, il y avait les bonbons de gaz là. Voilà ce que nous faisons. L'appareil mesure, mais pour s'assurer que les mesures sont assez bonnes et puis adéquates, on lui dit après d'aller mesurer la concentration de gaz du même composé dans l'une des bonbonnes et il doit nous donner le même résultat. Chaque fois qu'il nous donne le même résultat, on sait que notre appareil fonctionne. Et c'est comme ça au fur et à mesure. Voilà. Des montres.
Voilà, on a fini de manger. On va partir pour la rando maintenant. Puisqu'on est arrivé en retard avec la panne de la voiture et tout ça, du coup on aura plutôt 5 km au lieu de 9 en fait. Mais c'est sympa aussi, on a bien mangé puis on s'en va faire la rando. Let's go! Voilà, c'est parti pour la marche. Ce qui est bien, c'est que tout à l'heure c'était top. Et on a l'impression que les gens ils maîtrisent parfaitement le sujet dont ils parlent. Surtout la dame qui nous a expliqué comment ils recueillent de l'eau pour savoir si l'eau de pluie est polluée, si l'air en lui-même qui tourne, l'air qu'on respire et tout ça il est pollué. Et considérons un peu la réserve naturelle de Lamto comme une zone tampon parce que c'est ici en fait que tous les tests sont effectués. Et réellement si les choses qui viennent ici, qui arrivent là, dans la réserve sont polluées, ça montre que Abidjan serait bien plus pollué ou encore le monde en lui-même, je sais pas, mais c'est super bien et elle maîtrisait grave son sujet, elle nous a tellement bien expliqué les choses. Malheureusement, j'ai pas pu vous filmer là où à l'intérieur là même, bon, c'est pas de ma faute. Ici Lamto, c'est trop bien. Venez découvrir un peu la nature, changez vos week-ends, arrêtez de boire les bières. N'importe quoi. Enfin, après, je sais pas ce que les gens, ce que chacun fait de ses week-ends, mais il serait bien aimable que vous changiez vos week-ends, que vous veniez découvrir la nature. Regardez tout ça, c'est trop top. C'est lourd, c'est fou le truc. On a presque fini à la réserve ici de Lamto. Là, on retourne au car pour partir au barrage de Tabo. Ouais, si j'ai bien entendu. Donc, ça sera ça. Je pense que ça sera la dernière activité de la journée. Et puis, bon, je suis trop trempé, je suis fatigué. Mais c'est trop bien. Il y a de l'adrénaline, donc c'est bon. Ça passe, c'est bien ce que je cherchais en plus. Donc, voilà. Voilà, donc à la fin de la vidéo, en fait pour le barrage, on n'a pas pu descendre pour pouvoir regarder parce qu'on était pris par le temps. Déjà avec la panne, la rando en savane à Lamto et revenir encore à Tabo, c'était pratiquement 30 minutes de route. Du coup, on n'a pas eu l'occasion de descendre et marcher tout le long du barrage. C'est pourquoi on était en voiture et donc j'ai juste pu filmer depuis mon siège en fait.
Mais c'est super et je pense que c'est le barrage le plus long de la Côte d'Ivoire. J'ai bien vu le barrage d'Ayamé, celui-là n'était pas si long, mais en tout cas pour Lamto, c'était gigantesque. Et puis j'espère que vous avez aimé la vidéo et vous n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour une autre découverte.